Voilà, donc on voulait vous présenter une partie de ce qu'on a fait en didactique des maths en L3 MIACH dans le cadre du parcours du PPPE. C'est une structure un peu originale, ce parcours en L3. Et j'ai ici mis quelques images. Donc bien sûr, il y a une UE de mathématiques avancées, mais ont été construits. Il y a des gens ici dans le public qui ont été des acteurs, Marc, Lalonde Labeille, Guy Vallée, Laurent Lévy. La question, c'est ces jeunes qui se sont adossés à une licence maths, qui ont quand même des difficultés en mathématiques dans leur module de mathématiques avancées, comment on pouvait construire des options qui avaient du sens dans le cadre de leur parcours. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une UE de sensibilisation aux gestes professionnels fondamentaux pour le premier degré, une UE de tutorat où les jeunes ont été amenés à encadrer des élèves de seconde, ou même quelques camarades de L1, de PPPE, encadrés par François Badi. On a bien sûr les stages. Alors en L3 c'est plutôt des stages à l'étranger, mais en L2, là c'est une photo de Baptiste qui était en L2. Donc bien sûr on s'appuie sur ces questions de didactique, sur ce qu'ils ont pu vivre dans les différents stages qu'ils ont fait en L1 et L2. Et puis alors là moi je vais vous parler, là c'était pour vous donner la structure générale, mais après je vais zoomer sur moi ma partie qui était une UE d'initiation à la didactique des mathématiques. Donc de manière très humble, puisque je ne suis pas chercheur en didactique, mais voilà, on a essayé de construire un parcours avec eux. Il y a eu aussi une UE assez originale donnée par Vincent Douce, des comptes mathématiques. Donc des jeunes qui en L1 et L2 avaient des fois du mal sur la partie universitaire, qui veulent se destiner à être professeurs des écoles, une réponse un peu institutionnelle de ces préoccupations de sens. Donc voilà, il y a une vraie originalité sur le parcours PPPE de Pau, de l'UPPA. Alors peut-être, moi je zoome, alors vous y voyez certainement rien, mais comme je ne suis pas chercheur en didactique, je suis parti avec eux de questions qu'on avait envie de se poser, des questions naïves, des questions bêtes en fait, très simples. Alors je le dis parce que moi je suis prêt, si vous n'arrivez pas à le lire. Qu'est-ce qu'apprendre, en particulier en mathématiques? Existe-t-il des conceptions différentes de l'apprendre? Quels sont les effets de ces conceptions sur les apprentissages en mathématiques? Qu'est-ce que mathématiser ou modéliser? Comment accompagner les élèves dans le passage à l'abstraction, dans la découverte d'une structure, etc., etc. Donc je suis parti de ces questions-là, et pour répondre à ces questions qui semblent simples, mais en fait extrêmement profondes et délicates pour chacun d'entre nous enseignants, une structure un peu ternaire, où je partais toujours de situations exemplaires. Je vais vous montrer quelques exemples, 3-4 situations, où il y avait effectivement une situation de mathématiques. On tirait les fils didactiques avec les étudiants. Une réflexion sur l'énoncé, quelles étaient les procédures des élèves pour résoudre le problème, etc. Et j'essayais d'apporter modestement des éclairages un peu théoriques, parce que bien sûr, des gens ont écrit sur comment enseigner les maths. Donc ça venait toujours dans un deuxième ou troisième temps. Et puis ils ont eu des ateliers de didactique pratique, c'est-à-dire qu'ils avaient une petite séance à installer, à justifier, à légitimer didactiquement. Donc ça c'est le syllabus. Les 4 séquences qu'on a pu faire, vous voyez, c'est très concret, hein. Questionner les façons d'introduire les concepts mathématiques à l'école, prendre en compte les erreurs, proposer des situations qui sont emblématiques d'apprentissage, et puis offrir des aides à la mathématisation, à la résolution des problèmes à l'école, qui est quand même un grand enjeu. Comment on enseigne la résolution des problèmes, c'est le plus difficile, le plus délicat, notamment pour les enseignants qui ne sont pas spécialement matheux. Donc voilà, alors pour ce petit exposé, je vais partir, on va essayer de faire, sur le temps imparti, je verrai si le temps va finir. On partira d'une situation mathématique, donc d'un exercice qu'on va poser à l'école, mais ça peut aller presque jusqu'au collège, voire début de seconde. Quand je dis questionnement didactique, c'est je leur ai posé des questions sur justement des analyses a priori. Est-ce que vous imaginez les procédures pour faire les élèves? Est-ce qu'il y a plusieurs techniques pour résoudre le problème? Qu'est-ce que vous pensez de cette formulation? Est-ce qu'on aurait pu le proposer autrement? Sans parler encore de théorie. Et puis après, on a essayé de prendre un peu de recul et avec quelques apports de théorie didactique bien connue. Donc le titre de l'exposé, ça serait de la question mathématique aux questions didactiques, des jeux de modèles. Et je prends la définition de Minsky, où le modèle, c'est en fait vous avez une question sur un objet A, vous ne pouvez pas le traiter directement, donc vous remplacez la situation par
un modèle, et sur lequel vous pouvez agir et que vous pouvez traiter. Et puis vous avez des réponses parce que vous avez pu traiter le modèle et vous faites un retour, et donc toujours une boucle, une rétroaction pour voir si ça répond aux questions sur. Alors typiquement, si je prends un exemple, j'ai un petit problème de recette et je mets, je sais pas, 150 grammes de farine pour un gâteau pour 4 personnes et qu'à l'école on va dire, et pour 6 personnes, combien faudra-t-il de farine? Voilà, j'ai donc une situation A. Là, il y aura un phénomène de mathématisation, de modélisation, et donc le A étoile, ça serait la situation de proportionnalité qu'on installerait avec les enfants. Et puis, bon, on aurait un résultat et on aurait peut-être une réponse à notre question. Mais vous allez voir dans le cours du déroulé, finalement, cette définition est suffisamment souple pour l'élargir. Et donc, le modèle, ça peut être, je dois enseigner la proportionnalité. Voilà ma situation A d'enseignement. Je dois enseigner la proportionnalité à l'école. Est-ce que j'ai des modèles didactiques, plus mathématiques? Mais quelles sont les possibilités? Et là, il y a une variabilité. Je peux l'enseigner de plein de manières différentes. Donc, on se situait autant sur l'objet mathématique lui-même que sur l'objet de situation d'enseignement modélisé par les didacticiens de plusieurs manières. Donc, voilà ma première situation. Je vous la laisse découvrir. Je vous la laisse lire. Donc cet exercice, je l'ai trouvé dans un document d'accompagnement du SCOL, je ne sais plus. En tout cas, c'est un truc qui traîne à l'école primaire. C'est bon, vous en avez pris connaissance. Donc un problème du premier degré avec une inconnue. Il y a un certain nombre de données chiffrées, puis des relations, double, plus 30. Alors comment résoudre ça à l'école? Donc ça, c'est la situation mathématique. Donc voilà les deux types de questions que je pouvais poser dans ce module pour les aider à réfléchir. Donc peut-être ils attaquaient à faire le problème eux-mêmes, et puis après, ben voilà, un élève fait le raisonnement suivant, il ne sait pas, alors il dit tiens, ben, je vais essayer avec 40 €, alors c'était double, alors 80, puis 40 plus 30 ça fait 70, alors 190 c'est trop, alors je vais réduire. Et on a des raisonnements d'essais-erreurs, d'essais-ajustements, qui par dichotomie, comme ça, vont arriver au résultat. On part du connu pour arriver à l'inconnu. Ça a ses vertus, mais si les données sont complexes, bien sûr, on est limité par ce type de raisonnement. Deuxième chose, et je vous en ai amené, on peut traiter le problème à l'école avec ce type de matériel tout à fait concret, qui sont les réglettes cuisinières. Je ne sais pas si vous les découvrez, certains. Voilà, donc c'est des petites baguettes qui représentent des quantités, des grandeurs. Donc ça, les étudiants les ont pratiqués en L1. Et puis, on les a fait réfléchir aussi sur une modélisation qui serait ce qu'on appelle les modèles en barre. Vous en avez peut-être entendu parler des schémas en barre, parce que ça vient de la méthode Singapour, qui a été très popularisée ces derniers temps. Et donc, ils résolvent tout par des modèles en barre. Donc, on a réfléchi à ça. Alors, rentrons dans le détail. Donc, je vous présente 3 manières de résoudre le problème. Alors, faisons-le concrètement. Donc, les enfants peuvent, avec ces nombres en couleur, se dire ce qui est inconnu, ce serait le montant en janvier. Donc, ça représente une certaine longueur. Ces montants en euros. Alors, il y a énormément d'abstractions déjà. Je remplace une quantité monétaire par finalement une longueur. On vit dans la boîte numérique. Ça, c'était en janvier. En février, c'était le double. Donc, ils vont se dire, ben, je double le montant de janvier. Et puis en mars, c'était 30 € de plus. Ah, mais je ne connais pas le montant de janvier. Alors, il n'y a aucune raison que 30 € ce soit le montant de janvier. Donc, je vais prendre peut-être une autre baguette d'une autre couleur. Finalement, peu importe les couleurs, ce qui est important, c'est les relations entre les grandeurs. Donc, c'est assez passionnant au niveau mathématique. Voilà, ce total fait c'était, j'ai déjà oublié, 170. Donc après, eh bien, cumuler, puisque je savais que ça faisait 170, je les mets tous ensemble. Donc il y a un peu cette dynamique pratique de concaténation des segments. Alors ça, je sais que c'est 30, c'était connu ce morceau vert. Donc finalement, ça fait 140. Et j'ai 4 morceaux. Donc la bonne opération ici est la division. Donc je n'ai plus qu'à diviser 140 par 4, ce qui fait 35. Et j'ai trouvé la solution. Alors là, ça a été quand même très réfléchi par les didacticiens, parce que c'est tout à fait un pré-algèbre.
C'est même du raisonnement algébrique. Si le raisonnement algébrique, c'est désigner l'inconnu par un symbole, ben voilà mon x, en quelque sorte, voir les relations qu'entretiennent les objets inconnus avec les données connues, ben c'est les mises en équation. Et après, il y a des opérations concrètes sur les artefacts qui font écho aux opérations formelles sur les objets mathématiques que sont l'algèbre. Voilà. Donc, il y a une phase intermédiaire qu'on ne voit pas bien, là c'est une copie de L1, et c'est le fameux modèle en barre de la méthode de Singapour, où ici on va représenter ce qu'on ne connaît pas, mais on n'a pas les réglettes le jour du devoir, on apprend aux enfants à faire quelque chose, on appelle ça le mode iconique, donc à représenter ma grandeur de janvier, le double, plus 30, puis voilà, donc c'est une très bonne copie. Je leur ai demandé, déjà en L1, essayez de résoudre ça comme vous l'expliqueriez à l'école. Bien sûr, le raisonnement algébrique n'est pas au programme de l'école, on est bien d'accord. Mais vous voyez le parallèle ici. Vous voyez que conceptuellement, on fait quasiment les mêmes opérations. Des opérations concrètes sur les opérations formelles. Alors, on peut réfléchir quand même à pourquoi c'est intéressant. Moi, je m'étais posé la question, parce qu'avec CL1, je m'étais dit, mais il n'y a pas besoin de manipuler, ils sont grands. Juste la représentation ne pose pas de difficulté. Alors, je reviendrai là sur les précisions des termes. Dans le mode de représentation, là, vous avez Emma, qui est une étudiante de L2, et c'est lors d'un stage de l'an dernier. Et je ne sais pas si vous voyez, c'est une activité sur les différents registres de représentation d'une fraction. Le registre avec un quart de pizza, placer un quart sur le segment unité, le registre verbal, 0,25 écriture décimale, etc. Et c'est une petite, Emma nous a dit que c'était une petite qui était faible, et là, donc, elle a le segment, donc il devait mettre, vous voyez là il y a un quart, et là il y a le quart d'un disque qui est représenté, donc il devait aller récupérer tout ce qui représentait un quart. Il y a des pièges, il y a des 1,4 par exemple, qui voit bien le statut de la virgule, quel est le sens de chaque symbole dans le système positionnel décimal. Et vous voyez la petite, dans son diagramme en barre, elle doit faire un quart, le segment unité est assez grand, et elle fait 4 traits. Donc, partager en 4 le segment unité est déjà une difficulté pour les enfants, et je l'ai identifié concrètement chez des étudiants, notamment littéraires en L1. Et là, la contrainte ici de déplacer les baguettes et de ne pas avoir à découper soi-même, donc ça veut dire quoi faire le quart? D'avoir la moitié, certainement un milieu, puis 2 moitiés. Donc vous voyez, chez des enfants, là, le mode iconique est déjà une difficulté, pour des petits en difficulté. Je vous mets d'autres difficultés qu'on connaît bien tous. Voilà un extrait de copie d'élèves, où ici ça se passe bien sur la modélisation. Et regardez le 4 est là-bas, on lit de gauche à droite, on s'en débarrasse. Alors là, en plus, bon, c'est bien identifié, des fois vous avez moins 4, vous allez diviser par 4, mais ce 30-là n'est pas étudié. On est bien d'accord que quand vous avez ça, 4x plus 30, ça vous savez que c'est 30, vous l'enlevez d'abord. Donc la déconstruction par les opérations réciproques dans les calculs formels algébriques sont contrôlés par le milieu, là où dans les opérations formelles, les élèves de seconde s'y perdent. Bon là c'est qu'un exemple symptomatique du premier degré, mais on l'a à tous les niveaux de l'algèbre. Après, je me pose la question, vous voyez, j'avais enseigné, je me suis rendu compte en m'intéressant à ces programmes de primaire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour certains nombres d'élèves, même du secondaire, d'encore peut-être revenir avec des représentations pour les aider à être plus à l'aise et faire surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en débarrassent, que ce soit une béquille provisoire, mais en tout cas pour redonner du sens aux opérations. Attention, le x4, est-ce qu'on fait moins 30 d'abord, qu'est-ce qu'on déconstruit en premier? Alors, ce qui est très intéressant, absolument algébrique, là, donc je prends du travail de L1 là, en groupe sur les réglettes, ils ne choisissent pas, bon, il n'y a pas des règles pour tout le monde, ils ne choisissent pas la même couleur. Est-ce que c'est un problème? Non, ce qui est important, ce n'est pas la longueur des baguettes, c'est les relations entre les objets. Mais voilà, un objet mathématique, c'est les relations qu'on entretient par un certain nombre de règles. Donc ça, c'est typiquement très abstrait, alors que c'est une manipulation concrète. Alors voilà un peu le premier rapport théorique. C'est connu depuis les années 50, grand psychologue des théories d'apprentissage, Jérôme Brunner, américain, qui a inspiré la méthode Singapour. Bon, la méthode Singapour, parce qu'il y a une généalogie très intéressante. Ils avaient du mal dans l'éducation, ils avaient des mauvais résultats, ils ont regardé dans les années 50 après-guerre, ce qui se faisait de mieux, ils ont
et ils sont allés prendre Brunner, et c'est de là que ça vient. Donc, il dit que pour se représenter une information, Brunner, on a 3 modes de représentation. Le mode inactive, alors bon, c'est un peu savant, un peu pompeux, mais ça veut dire qu'on a une manipulation concrète des objets. Alors ça peut être se lasser lasser de la chute de sa chaussure, hein, on véhicule tous dans ces 3 actions. Il y a le mode iconique, donc où on image l'information, et on finit par abstraire avec un mode symbolique. Alors si je reprends de se lasser les lacets de chaussures, on peut être dans le mode inactif. Peut-être ça nous serait dur de le représenter par un dessin ou par un petit scénario, et le décrire avec des mots. Peut-être que nous, adultes, on n'aurait pas accès à l'abstraction de faire un certain nombre d'actions qui nous paraissent élémentaires. Mais bon, pour les maths, effectivement, notre but est d'arriver à un moment donné à des opérations formelles. Donc l'enfant est un chercheur de structure avec ces 3 étapes. Donc c'est 3 systèmes parallèles, mais avec une certaine progressivité. Et on reprend un peu ce que disait Piaget, les opérations concrètes aux opérations formelles. Je ne sais pas si vous connaissez les différents stades piagétiens, qui sont très découpés dans une chronologie. Mais Brunner a beaucoup lu Piaget, ils se sont lus l'un l'autre. Un autre auteur qui nous convainc que peut-être que ce travail sur les schémas en barre ou les réglettes est du préalgèbre, c'est Radford qui dit ça, il dit il caractérise le raisonnement algébrique avec 3 caractéristiques: l'indétermination, là où j'identifie les inconnus de mon problème; la dénotation, je symbolise ce que je ne connais pas, quitte à ce qu'à la fin de mon raisonnement, il n'y a pas de solution, donc ce que j'avais désigné n'existait pas. Et puis un raisonnement analytique, c'est-à-dire opérer sur les inconnus à partir des relations qu'elles entretiennent entre elles et avec les informations que je connais. Donc il me semble, là, j'ai repris bon, là c'est un extrait de son papier où il résout 2x plus 1 égale x plus 6, vous voyez, avec des jeux d'enveloppes et de petits bouts de papier, où on résout des équations, comme ça en levant une enveloppe de chaque côté, donc je me donne le droit de soustraire les 2 membres d'une égalité, etc. Donc il manipule concrètement et il dit, lui, je fais de l'algèbre quand je fais ça à l'école. Pour les caractères, je suis assez convaincu. Assez convaincu. Voilà pour la pensée algébrique de Radford. Bon, peut-être que là, je peux passer, parce qu'il me semble que je vous l'ai un peu dit. Voilà ce qui se passait dans les opérations concrètes sur les... plein de choses abstraites, en fait, avec ce matériel. Substitution d'une grandeur de l'argent par une autre, une longueur. C'est pas neutre. Interprétation géométrique des nombres, puisqu'on les interprète comme une certaine longueur, donc la droite des réels, la ligne numérique, tout ce que vous voulez. La mise en relation des données entre elles, c'est de l'algèbre. La représentation du problème par un modèle en barre, etc. Raisonner de l'inconnu vers le connu. Et bon, donc ça peut préparer à l'algèbre. Alors, cet auteur justement distingue des raisonnements qu'on fait à l'école de type arithmétique, où on va du connu vers l'inconnu, et des raisonnements algébriques où on va de l'inconnu vers le connu. Typiquement nos résolutions d'équations dont on a bien l'habitude. Alors, je vous donne un exemple élémentaire. Les enfants à l'école, s'ils avaient à résoudre cette petite équation du 1er degré, où donc il y a, je vous laisse le découvrir, il a travaillé 5 heures, il a eu 7 € par boire, il a gagné 67 €, quel est le salaire horaire? Mais les enfants peuvent partir du connu, enlever les pourboires pour voir vraiment ce qui est lié à l'argent salarié, et puis après diviser par 5, puisqu'il y avait 5 heures, pour retrouver le... Alors quand vous faites ça, vous faites un raisonnement arithmétique. Bien sûr, il est limité, si vous avez 2x plus 3 égale 5x plus 4. Parce que là, vous ne pouvez pas, alors vous pouvez faire des essais-erreurs, mais vous ne pouvez pas faire un raisonnement arithmétique. Donc, il faut bien qu'ils accèdent à partir de l'inconnu et arriver au connu. Un autre auteur qui m'a semblé intéressant là, dans un des derniers numéros de Au fil des maths, c'est Olivier de Dantec, qui dit que finalement, des fois, le mode inactif, il peut avoir plus d'abstraction que dans le mode iconique. Alors ça, dans les extraits de CRPE, il y a plein de copies d'élèves, et on voit les enfants qui décident, qui sont dans l'image, dans la représentation. Mais il y a plein d'indéterminations. Bon, d'abord, ça prend du temps, Dantec dit qu'il y a des indéterminations, déterminations non essentielles, la couleur, la forme, vous n'êtes pas dans l'abstraction, et puis si vous avez 157 pommes et 300 poires, c'est juste impossible. Donc, de remplacer mes quantités par une barre, d'ailleurs c'est une modélisation du continu, ce qui est loin de passer du discret au continu, donc il y a une double abstraction finalement. La longueur
alors que ça représente des unités, ou alors quelque chose de plus discret, avec un modèle plus discret, mais matériel, peu importe les couleurs. Et en plus, on peut faire des opérations. Ça, c'est statique. L'image, elle ne raconte pas un scénario, elle ne raconte pas quelque chose du mouvement. Et donc, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on touche du doigt, c'est que la manipulation vous refait un mouvement que peut-être nous, matheux, ou nous, enseignants, on a nos images mentales qui s'emboîtent avec des scénarios, mais que les enfants restent dans des formes de côté statique. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à poursuivre comme étude dans ça. Et là, typiquement, vous avez un 4+2, vous pouvez tout à fait, je reprends ça donne des choses, il comprend des choses absolument fondamentales. Ça serait pareil que ça. Vous êtes en train de le voir en acte. Et vous avez A plus B égale B plus A. Donc, comme vous pouvez bouger les choses avec des réglettes, vous pouvez voir par exemple la commutativité de l'addition qui va se voir là où le vote iconique peut être moins net. Donc, petit résumé, il y a plus d'abstraction dans certaines manipulations que dans certaines images. Je suis assez convaincu aussi de ça. Alors, une généalogie, parce que bon, comme on nous a beaucoup parlé de la méthode Singapour, il y avait un truc de modernité là, qui s'imposait, et l'avenir a un long passé. Donc, alors je me suis arrêté au siècle des Lumières, mais j'imagine que on peut encore aller chercher plus loin avec le learning by doing un peu de Rousseau, plus la vérité culturelle est abstraite de Nietzsche, il faut amener l'essence. C'est quoi le concret? C'est de l'abstrait rendu familier par l'usage. Rien de plus complexe que 3, que le nombre 3 quand on l'apprend. Et ça nous paraît tout à fait concret à la fin, qu'on a finalement digéré, et on dit que c'est concret. Mais non, c'est une grande abstraction, le nombre 3. La pédagogie Montessori, la main est notre cerveau extérieur, donc certainement que les opérations concrètes déclenchent des opérations formelles futures. Bon, Piaget, l'assimilation sensorimotrice est au point de départ de l'assimilation conceptuelle, donc le grand pédagogue, psychologue, on réfléchit. Cuisener, le monsieur Georges Cuisener, instituteur belge des années 50, ce matériel, qui d'abord était concret, puis devient semi-concret, puis qui s'évapore au fond, aide l'enfant par une fixation solide à passer de son concret à son abstrait. Jérôme Brunner, le fameux des 3 modes de l'approche concrète, imagée, abstraite. Voilà, donc Radford. Donc, 2018, le rapport Vinani-Torossian. Ce passage à la manipulation de la découverte de l'abstraction doit vraiment prendre appui sur une phase intermédiaire, souvent oubliée ou trop implicite, la phase de verbalisation. Donc, c'est vrai que quand on schématise, il faut expliquer ce qu'on fait, le haut-parleur sur son cerveau. Olivier Le Dantec, je vous en ai parlé. Deuxième situation que je vous propose, donc une situation très connue des didacticiens, c'est le puzzle de Brousseau, de Guy Brousseau. Alors je vous laisse découvrir la situation. Vous avez donc un puzzle avec 2 trapèzes, il a 4 morceaux, un triangle et un rectangle. Et on demande aux enfants de construire un agrandissement de ce puzzle de telle manière que le côté qui fait 4 fasse 6. Vous voyez la situation, et le prof montre le puzzle agrandi. Et on laisse réfléchir les enfants. Alors voilà les questionnements didactiques que j'ai posés aux étudiants. Quelle est l'erreur principale qui peut être commise par les élèves? Alors bon, nous qui sommes matheux ou encore en tout cas une culture, de 4 à 2, eh bien il y a quelque chose d'augmentation absolue. Grandir de 4 à 2, c'est faire... De 4 à 6, pardon, de 4 à 6, c'est faire plus 2. J'ai grandi de 2 cm cet été, on pense tous que c'est un modèle additif. Donc les enfants, de manière ultra majoritaire, si ce n'est 100% des enfants quand ils découvrent, ils ne connaissent pas l'agrandissement et réduction des figures, ils ne connaissent pas les figures semblables. Ils vont faire un modèle additif, une variation absolue, et donc je ne sais plus où on en était, 7, ils vont faire une pièce de 9. Alors vraiment c'est très concret, il y a un milieu, ils regardent, 8 ils vont passer à 10, 3 c'est 11. Mais nous c'est de 4 à 6, c'est plus 2, oui, mais c'est une augmentation relative. Le plus 2 étant la moitié de 4. En fait, c'est une augmentation de plus 50%. En fait, x 1,5. Rousseau le sait bien, il a pris des valeurs où le coefficient multiplicateur n'est pas entier pour qu'ils aient envie de partir de leur modèle spontané. Donc voilà, bon, on n'y voit pas beaucoup, mais là, je leur ai fait faire concrètement pour voir le bug, donc x 1,5 plus 2. Et donc les enfants, par la situation même, par le milieu, se rendent compte que leur puzzle est faux. On a fait plus 2, ça ne marche pas, ils n'ont pas besoin du prof, et donc on va réfléchir. Qu'est-ce qu'on a loupé, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, etc. Alors je passe tout de suite un peu à l'éclairage théorique, parce que c'est
Voilà, ça on les a fait découvrir, donc c'est une partie de la TSD, théorie des situations didactiques. Ne vous inquiétez pas, il ne le fait pas à chaque fois, mais quand on a vraiment un nouveau concept, quelque chose à amener, presque Rousseau déclenche l'erreur, le modèle spontané, la connaissance antérieure pour pouvoir la dépasser, avec des phases qu'il a décrites. Alors je peux peut-être aller vite. Donc la situation elle-même, la dévolution, l'enfant prend en charge la situation lui-même, le professeur s'efface, la formulation, ben, moi je ne sais pas, j'ai fait +2, puis ça ne marche pas, il y a un trou. La validation, ben, certains qui étaient bons, il y en a peut-être qui ont trouvé. Donc on va essayer d'expliquer notre démarche. Puis l'institutionnalisation, il y a des cours à la fin. Les enfants, pour agrandir une figure polygonale, on n'ajoute pas, mais on multiplie et les côtés sont proportionnels et que sais-je. Donc il va s'appuyer, puis la structuration, ça serait, il faut bien s'entraîner. Donc je vous ai remis un petit peu les différents rôles ici, je passe vite, c'est pour dire un peu ce qu'on a travaillé avec les étudiants. Voilà un schéma aussi vous avez les trois pôles, et le professeur, l'élève, et puis là le milieu, la situation elle-même, là c'est peut-être aussi les découpages des pièces du puzzle, etc. Et l'action de dévolution, il appelle la situation la didactique un peu privative, puisque le professeur s'efface, et c'est l'élève lui-même qui rentre dans le jeu, et qui prend en charge la responsabilité finalement de trouver le problème, sans connaître ce que le professeur finalement lui souhaite lui faire apprendre. Ce qu'il veut lui faire apprendre, c'est l'agrandissement de la figure. Donc il y a aussi la métaphore du jeu, avec vraiment c'est tout un tas de vocabulaire peut-être que vous avez déjà rencontré, régulation, institutionnalisation, formulation, et il prend d'évolution, je me prends au jeu, c'est pas le professeur qui l'explique. L'enfant essaie de résoudre l'énigme, rentre dedans, il formule son jeu, il dit son jeu, il corrige son jeu, etc. Alors, à partir de là, pour peut-être prendre un peu de champ, j'ai trouvé une description très intéressante dans Roland Charny, qui fait un bouquin d'aide au CRPE. Et il dit, ben voilà, je veux enseigner l'agrandissement réduction des figures, et il propose 3 modèles d'enseignement. Vous voyez, une espèce de variabilité, dont la Rousseau en propose une, mais il y en a peut-être d'autres. Et c'est pas si fréquent qu'on voit des bouquins qui disent, ben, pour enseigner, je ne sais pas quoi, l'homothétie, l'algèbre linéaire, ben, on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ça, ou on peut faire comme ça, et nous, en tant qu'enseignants, on s'y retrouve. Donc, je leur ai présenté 3 scénarios en piquant dans le bouquin de Charnay, et ils essaient d'observer l'attitude de l'élève, l'attitude de l'enseignant, la fonction des erreurs dans l'apprentissage, et qui valide les productions des élèves. Alors, le scénario 1, je l'ai passé assez vite, mais bon, le maître demande aux élèves de prendre leur cahier, il écrit au tableau le titre de la nouvelle leçon, agrandissement, les élèves notent ce titre. Bon, ça peut être un peu caricatural, hein, mais pour agrandir une figure géométrique, on multiplie toutes ces dimensions par un même nombre. Le professeur explique ce que c'est que l'agrandissement. Vous voyez comme c'est tout à fait différent de la situation de Rousseau. Il donne des exemples, etc., d'autres exemples, et puis il propose à la fin le temps du tableau de proportionnalité. Deuxième type de scénario, alors on n'y voit pas très bien, il y a une fiche élève, là l'enfant doit mesurer, il y a un aspect découverte où il est plus actif, il mesure, il remplit les tableaux, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites flèches, il y a des tableaux de proportionnalité, la multiplication est mise, on ne met pas une addition, hein, on met une multiplication, mais c'est à l'enfant, lorsque les mesures sont entières, de découvrir, donc il rentre dans le processus, il mesure, il n'est pas en charge de voir pourquoi c'est fois, pourquoi c'est plus, pourquoi c'est autre chose. Donc là, il est un peu plus actif. Donc deuxième modèle, avec des corrections, puis l'exercice d'application. Et puis bon, le scénario 3, voilà, alors il le décrit, là je remettais, toutes les phases sont extrêmement décrites par Rousseau, alors c'est très canonique, hein, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Mais les élèves sont en groupe, chacun découpe sa pièce, on les met ensemble, ah mince, ça ne marche pas. Il les laisse reprendre, alors est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées, conflits socio-cognitifs, tout le monde va amener son puzzle au tableau, etc. etc. Donc, on fait une étude comparée, et déjà on met, je ne sais pas, hein, les 3 sont peut-être tout à fait caricaturales, peu importe, c'est leur faire saisir qu'à chaque fois qu'ils vont présenter aux enfants, à leurs futurs élèves, quelque chose d'aussi, voilà, d'élémentaire, il n'y aura toujours pas qu'une seule manière de le présenter.
Alors, ils ne sont pas en cours d'amphi en L3 où il y a 2 heures pour faire passer l'algèbre linéaire et où on va amener bien plein d'informations, on le sait bien. Là, la culture de l'école primaire, c'est quand même de faire manipuler pour les raisons qu'on a dit cognitiviste, de leur faire saisir le sens, etc. etc. Et donc, bon, c'est de voir est-ce que l'élève était plus ou moins passif, quelle était la fonction des heures d'apprentissage. Là, par exemple, elles étaient plutôt évitées dans le scénario 1. Il faut multiplier, exemple. Dans le scénario 2, elle est un levier d'apprentissage. Je veux qu'il vous la fassiez. Et dans notre bilan, on dira attention, c'est pas ajouté, c'est pas une augmentation absolue, une augmentation relative, on ne le dirait pas comme ça, mais une multiplication. Et à la fin, j'ai essayé de présenter des modèles d'enseignement, le modèle transmissif, le behaviorisme, le constructivisme de Piaget, le socio-constructivisme de Vygotsky, le cognitivisme de Brunner. Alors là, on est presque plus science de l'éducation que pure didactique des maths, avec des auteurs précurseurs, des métaphores, le modèle transmissif magistral, l'enfant est l'élève avec une page blanche, une base vide, ça va de la tête du professeur à la tête de l'élève, sans qu'il y ait des représentations préalables. Par exemple, Rousseau conteste ça, il dit agrandir dans la tête des enfants, c'est ajouter. Donc si vous leur dites que c'est multiplier, le premier exo, ils vont faire tout seuls, ils vont refaire ajouter. Donc il faut affronter ce modèle spontané qui est tout à fait universel. Donc voilà, donc là j'ai essayé de faire des schémas. Les inconvénients, les avantages, il ne s'agissait pas, on a fait, bon là je ne vais pas vous montrer, mais on a fait des exercices, je dis, dans une grande séquence, est-ce que là vous feriez plutôt du modèle transmissif pour expliquer le fonctionnement d'un guidé, vous allez être magistral. Par contre, vous découvrez pour la première fois un concept, peut-être vous allez prendre, ça ne sera pas du temps perdu de faire le puzzle de Brousseau. Et puis après, il faut s'entraîner sur l'addition des décimaux. Donc il faut être behavioriste, avec une pratique d'entraînement. Donc il ne s'agissait pas de leur dire si c'est bien, si c'est pas bien. C'est vous avez une palette, vous avez plusieurs outils, et vous les prendrez en fonction de vos objectifs à court et moyen terme. Donc voilà, le socio-constructivisme. Donc là, vous êtes vraiment ici avec... ah, mais il y a plusieurs groupes, ah oui, ils sont arrivés, nous on n'y est pas arrivé, c'est bizarre, on apprend avec les autres, en coopération, il y a un savoir initial, mais moi attends, augmenter, c'est pas toujours ajouter, donc là, il faut que je modifie mes représentations. Troisième situation, s'il me reste encore 15 minutes, troisième situation, conflit de modèles. Je vous laisse lire le... Donc là, je sors, ils l'ont un peu sur les mesures de la Terre, les ombres et tout ça. Ils l'ont à l'école primaire. Ils ont un programme d'enseignement scientifique, Marc le sait bien, en classe de première tronc commun. La mesure de la circonférence terrestre. Et je le repose en L1, puisque dans le programme du PPE, le document de cadrage, on nous demande de faire la mesure de la circonférence terrestre d'Ératosthène. Alors il y a deux stratégies, soit vous faites déjà montrer le dessin, avec la Terre qui est ronde, les gnomons qui sont plantés, les rayons parallèles, vous faites angle alterne interne, et puis vous faites les maths qu'il y a derrière, ou alors, avant de faire tous les calculs, vous leur posez cette question. Et alors, oh mince, on n'y voit vraiment pas bien. Donc, la plupart des modèles, alors, il y en a même, les rayons sont tout à fait perpendiculaires. Les modèles majoritaires, c'est sol plat, les deux bâtons sont plantés verticalement, le soleil est ici, les rayons sont divergents. Alors, ce rayon arrive vraiment dans l'axe du... Donc là, il n'y a pas d'ombre, et là, comme il est un peu à côté, les rayons étant divergents, là, il y a un peu d'ombre. Ça, c'était, je crois, la première année, je ne sais plus quel étudiant, Dorian, c'est Dorian qui avait, donc c'est le seul à se souvenir. Donc ils ont fait ça plusieurs fois, ça. Ils l'ont fait en première, ils ont 19 ans. Et je pense que si peut-être on le fait nous-mêmes, peut-être qu'on va sortir ça. Ce sont des hypothèses de travail. Alors, donc, là on a réfléchi sur nous, on n'est même plus, on se met à la place de l'élève. Donc il y a une universalité des modèles spontanés qu'on a. Quel est le modèle géométrique qu'on va se donner pour faire ça? C'est peut-être pas tout à fait idiot. Donc, est-ce qu'il y a la présence du soleil ou pas? Quelle est la géométrie des gnomons? Quelle est la géométrie des rayons? Alors, j'ai appelé ça, on a réfléchi, ça c'est le modèle donc Anaxagore, et ça c'est le modèle Ératosthène. Alors, le modèle Anaxagore, eh bien, vous voyez, il y a la trigonométrie très simple. Quand vous connaissez cet angle-là, dans le triangle rectangle, comme vous connaissez la distance entre Terre et ciel, qui fait 800 km,
Vous connaissez un angle, vous connaissez celui-là, vous pouvez trouver la verticalité. Donc si vous faites ça, c'est quelques milliers de kilomètres la distance Terre-Soleil. Donc il est très proche, totalement. Est-ce que j'ai des moyens de vérifier si c'est cohérent ou pas? Mais en tout cas, on peut faire un calcul, distance Terre-Soleil, qu'aurait fait Anaxagore, et faisait le Soleil vraiment très proche. C'est-à-dire plus proche que peut-être certaines parties de la Terre. Donc peut-être des absurdités. Et puis là, il y a le modèle Ératosthène, où il fait, c'est une autre géométrie, la Terre est ronde, et puis les rayons arrivent parallèles. Alors là, j'ai fait un peu, on a analysé, vous voyez, tous les génial étoiles, c'est tous les modèles spontanés des étudiants, avec en gros, il y avait l'hypothèse platiste, l'hypothèse sphérique, l'hypothèse rayon convergent, l'hypothèse rayon divergent. Et j'ai croisé avec eux. Alors qu'est-ce qui est... Donc ça, c'est ce qu'il y a dans tous les livres, mais c'est déjà dessiné, donc on n'a plus à réfléchir à la modélisation. Vous voyez pédagogiquement. Et ça, c'est l'hypothèse qu'avait fait Anaxagore et qui s'est révélée fausse. Alors j'écarte ces deux, celle-là, parce que vraiment, là, c'est contradictoire avec notre observation, rayon parallèle et terre plate. Et là, ça sera un peu ça la vraie vérité. C'est un peu ça la vraie vérité. Le Soleil, une ampoule diffuse ses rayons dans toutes les directions. Il n'y a aucun souci. Mais là, il n'y a plus d'égalité, il n'y a plus de géométrie, on ne peut pas faire un angle interne interne. Alors lui, il dit, cette grandeur est inaccessible, Ératosthène, mais angle interne interne, elle est égale à celle-là. Cet angle, il trouve que c'est 1/50e, ils avaient des scafés, leur cadran solaire, c'était des demi-sphères. Donc ils voyaient 1/50e de la circonférence totale. Donc, comme ça fait 800 km, Sienne-Alexandrie, eh bien, toute la Terre, c'est 50 fois plus, 40 000 km. C'est une bonne estimation. Donc c'est exceptionnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, le Soleil, il a bien des rayons divergents. Mais on est à 150, on le sait maintenant, à 150 millions de kilomètres du... Donc je ne sais pas, nous on est là. Et le Soleil, il est à 150 millions de kilomètres. Je ne peux pas le faire à l'échelle, parce que soit je vais le faire trop petit, soit... Et donc bien sûr, ça va dans toutes les directions, mais les rayons qui nous arrivent, on peut les considérer. Vous voyez, parallèle, c'est un effort surhumain. Quand on est à la plage et qu'on voit... Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde le Soleil? On ne voit que des rayons divergents. Donc là, autre question. Donc là, je vous faisais les... Là, on est sur les obstacles épistémologiques de Bachelard. Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais jeune, il est même très vieux car il a l'âge de ses préjugés. Donc quand on apprend les sciences, la règle, c'est qu'on a des modèles spontanés qui sont tout à fait inexacts. Adultes compris. Donc c'est peut-être bien plus encore en physique, peut-être qu'en maths. On connaît contre une connaissance antérieure. L'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. Donc la question n'est pas de faire des erreurs, le pédagogue va faire rectifier les erreurs. Ça serait ça le... André Revuse qui a fondé les IREM, je crois, c'est ça Marc? Il était directeur de l'IREM de Paris, grand matheux, normalien, je crois, qui a fait toute une série de bouquins de collège et revues. Là. La fabrication de modèles est une activité spontanée de l'homme. Du point de vue didactique, il faut retenir que l'élève n'est jamais une page blanche sur laquelle le maître vient inscrire une connaissance qu'il est censé ignorer. L'élève possède déjà des modèles qu'il aurait en général la plus grande peine à expliciter, mais qui orientent son comportement et lui fournissent des schémas de pensée dans lesquels il va d'abord s'efforcer de faire entrer les nouvelles connaissances. Alors, je vous montre cet exemple que j'ai vu à l'école en CM2. Théo, à 5 ans, il mesure 110 cm. Quelle est sa taille à 10 ans? Vous voyez ce que vont dire les enfants? Ça y est, il maîtrise la proportionnalité. Dans 10 ans, il sera 2 fois plus âgé. Linéarité multiplicative, il sera donc 2 fois plus grand. Donc, mon modèle antérieur, ça y est, j'ai acquis la proportionnalité, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'avais posé ça, c'est toujours mes questions didactiques que j'ai posées aux étudiants, penser ce problème posé tel quel, et accompagner les questions suivantes quand j'avais vu comme ça. Peut-on trouver la réponse? Vous voyez, on met un peu de doute, il y a une incertitude, l'enfant il doit tiquer là, même si. Sinon, pourquoi? Si oui, quelle est la réponse? Alors qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Non, il fera 2 fois 110 égale 220 cm. Alors il a mis oui au départ. Et puis après il a mis non, il fera 220 cm et 2,20 m. Ce n'est pas possible. Il ne fera pas. Pardon? Il ne fera pas. Il ne fera pas. Non, il ne fera pas. En proposant cette situation, quel est le but principal de l'enseignant selon vous? Alors on revient sur notre cycle de la mathématisation et de la modélisation.
Situation réelle, mathématisation, eh bien moi, mon modèle spontané, c'est tout est proportionnel. Quand j'ai un problème ternaire, il faut trouver la quatrième, ça sera un problème de quatrième proportionnel. Donc je le mets en place, on m'a appris à faire des tableaux, je calcule, il ne calcule pas, donc l'erreur est ici sur le mauvais modèle. Bon, et peut-être qu'on ne travaille pas assez les uns et les autres, c'est la régulation. Est-ce qu'il y a un écart entre ce que mon modèle produit et le retour? Alors là, c'est très clair, le modèle linéaire à 1 étoile n'est pas bon. Alors est-ce qu'il y a un modèle alternatif? Mais j'en sais rien, je crois que c'est un peu sigmoïde, il faudrait ouvrir les carnets de santé, prendre des données, ben là on pourrait entamer une discussion avec les enfants qui est loin d'être facile. Mais en moyenne, on pourrait dire que si quelqu'un met 1m10, on sait qu'à peu près ce qui est attendu c'est ça, mais c'est certainement pas une droite. Donc vous voyez les problèmes, j'ai pas encore la proportionnalité, je pense au modèle additif, mais quand j'ai la proportionnalité, j'en mets partout. Donc double difficulté du pédagogue. Donc j'aime bien ce cycle de modélisation, j'identifie le problème, je fais des hypothèses. La Terre est plate localement, pas faux. Quand je vois le Soleil, c'est des rayons divergents, pas faux. J'élabore mon modèle. Je peux tester le modèle, oui, le Soleil est à 6000 km de la Terre, par exemple, si je veux faire un petit Thalès ou un petit peu de trigonométrie. Et donc, la question, si les résultats ne sont pas conformes, non, j'affine le modèle, je change, bon, Guy, il sait ça par cœur, parce que c'est son métier de chercheur de Nataki. On va faire un écart, on va réélaborer peut-être un modèle. S'il est trop simple, les résultats ne sont pas terribles, et s'il est trop complexe, on ne peut pas le traiter. Enfin bon, il y a plein de questions de modélisation. Donc finalement, les modèles spontanés, on parlait de Revuse, le modèle additif dans le cas d'agrandissement de figure, le modèle Anaxagore dans le cas distance Terre-Soleil, et le modèle linéaire dans la relation taille-âge. Voilà sur EduSchool le modèle qu'ils donnent aux professeurs des écoles. C'est un peu plus simplifié, mais cette phase, ils le disent dans nos documents d'accompagnant, n'est peut-être pas assez travaillée. Cette chose de la régulation, j'ai des hypothèses implicites, je mets à jour. Ah, là, tu fais de la proportionnalité. Alors, est-ce que c'était bien proportionné? Donc, en petit éclairage théorique, je leur ai parlé des différents obstacles qui pouvaient produire des erreurs. Sur le tripôle savoir-élève-enseignant, du côté du savoir, les obstacles épistémologiques, dont tu as parlé beaucoup, Bachelard, pensez à la modélisation là, sur les ombres. Mais pour nous, les maths, par exemple, les décimaux, l'écriture des décimaux, du système positionnel décimal, est un obstacle épistémologique qui est du côté du savoir. De toute façon, ça va être difficile. Ils vont essayer d'extrapoler ce qu'ils savent sur les entiers aux écritures décimales. Par exemple, j'ai 12,3, c'est plus petit que 2,4527, parce que ma règle dans les entiers où plus le nombre qui a le plus de chiffres est le plus grand, je l'applique en connaissance antérieure à l'écriture décimale, mais ça ne marche plus. Donc ça, c'est quand l'obstacle épistémologique, c'est quand le savoir a mis du temps à se constituer historiquement et qui reste difficile pour l'apprenant, indépendamment des qualités du pédagogue et indépendamment des qualités de l'élève. Il peut avoir des soucis des obstacles du côté de l'élève. Alors on dit ontogénétique. Alors par exemple, vous avez les enfants non conservants au stade sensorimoteur. Non conservants, c'est-à-dire, je vous montre peut-être l'exemple, typiquement les petits de 3 ans, vous avez 2 verres d'eau, puis vous le mettez dans un vase qui est un peu plus haut que large, ils vont vous dire, là il y en a plus. Il n'y a pas la conservation du volume, alors que vous avez... Puis vous remettez le vase grand, vous le remettez dans le vase initial, et vous dites, là il y en a pareil. Mais c'est que le petit, il est au stade piagétien sensorimoteur où il n'a pas accès à ça. Donc si vous arrivez en pédagogue, mais tu comprends rien, c'est le même volume, l'obstacle est du côté de l'apprenant, et j'imagine certains 10, certains... Voilà, on n'apprend pas la démonstration du Pythagore à 6 ans, c'est pas pour rien. Donc ça, c'est les obstacles liés à onto, c'est l'être, génétique, le développement intellectuel de chaque apprenant. Et puis, il y a... eh bien là, peut-être, c'est pour ça qu'il faut avoir la 3e caméra, des obstacles de notre côté. De notre côté. Le fait on a certains comportements qui peuvent induire des difficultés d'apprentissage pour les enfants. Alors, par exemple, typiquement, vous faites la proportionnalité, vous ne faites pas de contre-exemple. Vous ne faites pas d'exemple négatif, comme le très bon exemple des tailles. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des enfants? À chaque fois, j'aurai un tableau avec 3 données, le 4e, tout est linéaire. C'est normal, alors quelque part, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir des contre-exemples pour dire, donc, à chaque fois qu'on utilise ce modèle, il faut se poser la question de sa validité. Donc, ça serait peut-être plutôt du côté de l'enseignant.
Je finis avec finalement quelque chose qui me semble regrouper un peu tout ce qu'on a vu, qui est le modèle du cerveau bayésien qui sert en intelligence artificielle et qui sera en fait le fonctionnement cognitif universel. On a des croyances, c'est nos connaissances intérieures de Piaget, c'est nos modèles internes, c'est nos modèles spontanés, etc. Bon, je crois que pour agrandir un puzzle, je vais ajouter 2, pour passer de 4 à 6, je vais ajouter 2 à chaque dimension des pièces. Je fais une action, je fais mon puzzle. Attente prédictive contredite. Mince. Ma perception me montre que ma croyance semble inexacte, puisque je ne réalise pas la tâche. Donc, il y a marqué erreur de prédiction là. Donc, je reviens, mise à jour des croyances. Donc, la question n'est pas d'avoir les bonnes croyances au départ, on ne les a pas, c'est ce va-et-vient. Et le matheux, ou celui qui apprend, c'est qu'il n'arrête pas de corriger finalement de ses erreurs, et ici d'avoir des croyances de plus en plus proches du réel, mais on est tous en chemin. Et donc, il vient d'avoir un stock ici. Donc là, je vous ai remis que le modèle, vous voyez sur mes 3 situations, les croyances, modèle additif, le modèle Anaxagore, le modèle linéaire, l'action, je fais les actions, et j'ai des erreurs de prédiction. Donc il faut que je mette à jour mes croyances et mes modèles. David Messi, dans Mathematica, cite Grothendieck, qui est le plus grand mathématicien, et il fait le cerveau bayésien. Lui, dans sa propre recherche, dans Récolter son âme, il explique ça. Quand je suis curieux d'une chose mathématique ou autre, je l'interroge. Je l'interroge sans me soucier si ma question est peut-être stupide, ou si elle va paraître telle, sans qu'elle soit à tout prix mûrement pesée. Souvent, la question prend la forme d'une affirmation. J'y crois plus ou moins à mon affirmation, ça dépend bien sûr du point où j'en suis. Souvent, surtout au début d'une recherche, l'affirmation est carrément fausse. Et il continue. Ça permet maintenant de revenir à la charge, etc. Donc vous voyez ce truc d'essai-erreur, de correction. Craindre l'erreur et craindre la vérité, une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. Alors peut-être Bessis il dit à un moment donné dans une interview, j'ai lui dit, remplacez de se tromper à vous apprenez à marcher, l'apprentissage c'est apprendre à marcher, et vous avez peur de tomber. Et la réussite, ce qu'il faut acquérir comme nouveau modèle, c'est arriver à marcher sans tomber. Mais celui qui craint de tomber pour apprendre à marcher ou à faire du vélo ou à quoi que ce soit, il ne va pas apprendre à marcher. Donc c'est vraiment constitutif et bon voilà, Grothendieck est vraiment exceptionnel. De retrouver ça, ça fait plaisir de voir tous les réseaux de correspondance qui. Imre Lakatos, je ne sais pas si vous le connaissez, les matheux, qui a écrit un bouquin sur essai de la logique de la découverte mathématique, donc c'est un bouquin un peu heuristique, et il dit encore exactement ça. Un chercheur, il fait une conjecture, il essaie une preuve, puis mince, il y a une réfutation parce qu'il n'avait pas vu un cas, tac, c'est un contre-exemple, donc il est en train de corriger, il va retourner à sa conjecture, et donc il y a ce va-et-vient, j'imagine, moi je ne suis pas chercheur, mais il ne contredirait pas ce processus heuristique de la recherche, qui revient exactement au même, à un autre niveau, donc de l'enfant au chercheur de maths. Ceci se produit, alors il montre, je crois dans son exemple, dans son livre Histoire de la convergence uniforme, où Cauchy avait dit si vous avez une convergence simple de fonction continue, la limite est continue, mais il faut avoir la convergence uniforme, que ce soit le cas. Weierstrass montre un contre-exemple, on est obligé de corriger, donc les grands matheux font des erreurs et ils se corrigent. C'est repris aussi dans Olivier Houdet. Qui, bon, voilà, je crois qu'il était dans le conseil, je suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas que j'ai vu pas mal dans des textes actuels. Je ne sais pas si vous connaissez le système 1, le système 2 de Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel d'économie. Il dit dans notre cerveau, on a 2 vitesses de la pensée. Ce qui nous vient en premier, c'est très rapide, mais c'est peu fiable, nos modèles spontanés. Et puis, le système algorithmique qui est coûteux, qui est lent, mais qui est beaucoup plus fiable, on va essayer de contrôler. Et il a écrit un bouquin sur la résistance cognitive. Il dit ce qu'il faut apprendre aux enfants, de toute façon ils auront le modèle spontané, mais c'est de contrôler leur modèle spontané, de faire vivre ce dialogue pour qu'ils aient accès à une forme de vérité. Donc je vous mets des exemples qui donnent, mais B et D on confond. C'est normal, on a des cellules miroirs, c'est très bien qu'on reconnaisse des objets, il explique, des objets qui sont orientés différemment. On en a besoin, c'est une vraie compétence dont on a besoin. Mais quand vous êtes en lecture, B et D, c'est plus un même objet symétrique, c'est 2 lettres différentes. Donc ce qui était un modèle qui marchait bien pour reconnaître pour l'enfant, il ne marche plus dans la lecture. Je les mange, j'ai un accord, vous voyez, ça arrive partout. L a plus 2, il y a un mot de lecture de plus,
c'est un état ici à trouver, elle trouve 30, et puis eh bien là j'avais bien compris la distributivité, puis quand le 2 est en haut, mais pourquoi ça ne serait pas pareil? Donc la pensée heuristique, la pensée algorithmique, et bien sûr nous on se place dans ce dialogue, vous faites ça, c'est normal que vous le fassiez, mais on va résister ensemble et on va passer à une pensée plus algorithmique. Bon, ça y est, c'est l'heure. Je voulais vous montrer le. Je ne sais pas si. Allez, petit test rigolo si vous ne connaissez pas. Réfléchissez très vite. Système 1, système 2. Une balle de baseball et une balle coûte 110 $. La balle coûte 100 $ de plus que la balle. Combien coûte la balle? Allez, qui se lance? Votre système 1. Moi, quand on me l'a posé, j'ai dit 10 $. Ah, mais si elle coûte 10 $ comme la balle coûte 100 $ de plus, ça fait 110, bah, il y a un problème, 110 et 10, ça fait 120. Donc le système, on l'a tous. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut contrôler? Alors, moi, je me suis expliqué les choses comme ça, c'est terrible. Hein. 110, on entend 110, qu'est-ce qui est entendu? 110. Avec bien sûr une addition. 100 de plus, on entend un 100 plus. Donc notre cerveau hyper rapide, il va mettre la balle, c'est 10. Et là, avec les enfants, on peut faire 110 au total, le modèle en barre, le prix de la balle plus la balle. Mais la batte, alors comparaison, on met 100 $ de plus. Donc 2 balles, c'était 10 $. Donc une batte, c'était 5 $. Donc il faudrait x plus y égale 110 et y égale x plus 100. On reste dans un système de 2. Mais vous voyez comme on peut nous-mêmes se faire piéger. Voilà, j'avais envie de finir comme ça. C'est cool. Ouais. Bon, je vais peut-être commencer une seconde. Bon, la dernière diapo était intéressante, mais j'ai mis tout un jeu de modèles en fait. Nos modèles spontanés, les modèles mathématiques, des modèles didactiques qui s'appuient. Alors je ne sais pas comment ça. C'est en relation, je ne sais pas les inclusions, il faudrait réfléchir. Modèle pédagogique, modèle épistémologique, modèle éducatif et peut-être même modèle éthique. Voilà. Merci beaucoup, c'était des photos d'étudiants. Merci.